D'ailleurs, peu de films, peu de réalisateurs s'y sont essayés, ces dernières années et je trouve que là, Antonin Baudry a vraiment joué un coup de maître au travers de ce film. Alors j'ai eu la chance de découvrir ce film en avant-première, La bataille de Gaulle, L'Âge de fer, qui est donc le 1er opus, hein, du diptyque. J'ai trouvé que ce film était extrêmement puissant, avec un jeu d'acteurs Nous bluffant. sommes la France. Vous, nous. Je vous avoue que quand j'ai appris que c'était Simon Abkarian qui allait jouer, le rôle de Gaulle, je me suis un petit peu interrogé, non pas sur le talent artistique de ce comédien que je trouve formidable, mais en première intention, je l'aurais pas forcément imaginé en De Gaulle, il est extraordinaire. C'est un film extrêmement pédagogique, extrêmement bien écrit, avec une force émotionnelle, une intensité qui moi m'a bluffé et avec, particulièrement un sentiment de choc visuel sur, la bataille de Bir Hakeim qui est filmée de façon remarquable. Donc vraiment un film que je trouve, assez étonnant parce que s'attaquer à la statue, je dirais du commandeur, à la statue du général de Gaulle, c'est jamais un exercice facile. D'ailleurs, peu de films, peu de réalisateurs s'y sont essayés, ces dernières années. Je trouve que là, Antonin Baudry a vraiment joué un coup de maître au travers de ce film. Le casting du film, il est remarquable effectivement avec, Simon Abkarian donc dans le rôle de Gaulle, Benoît Magimel dans le rôle de Koenig. Ce sont des acteurs qui dégagent à la fois une force et une sobriété dans le jeu. C'est-à-dire que c'est jamais surjoué. C'est jamais évident, je pense, de tout d'un coup, revêtir le costume de personnages historiques qui ont vécu des événements, charnières de notre histoire. Pour s'approprier ces personnages, ça demande un travail artistique et une préparation, je pense, même psychologique assez singulière. Et là, je trouve que ce qui ressort de ce film d'Antonin Baudry, justement, dans le jeu des acteurs, c'est une forme à la fois de sobriété, de force, de justesse de ton. Quand on pense en général de Gaulle, on pense forcément à l'appel du 18 juin, on pense à Londres, on pense, à cet homme qui, est extrêmement seul au départ de son aventure et cela, c'est très bien retranscrit dans le film et puis il y a des balises effectivement très importantes avec, des personnages phares, comme René Pleven, les hommes de l'état-major comme, Leclerc, Koenig, tous ces gens qui vont être les premiers compagnons de marche, du général de Gaulle. La bataille de Bir Hakeim, encore une fois, qui est vraiment une balise, quelque chose d'assez central d'un point de vue symbolique parce que le front, de la France libre va s'ancrer en Afrique et ça, c'est quelque chose aussi, de fondamental. On a souvent tendance à associer la résistance et le territoire de la France libre à Londres, mais c'est en Afrique que tout a commencé d'une certaine manière et ça, c'est très bien retranscrit aussi dans le film. Donc je pense que tous les ingrédients y sont pour s'y retrouver en termes de repères, chronologiques, en termes de repères, géographiques, spatio-temporels. Tous les personnages qui sont un peu les piliers de cette histoire sont présents. Alors je ne sais pas exactement effectivement quelle va être la limite chronologique du 2e opus, mais moi ce que je souhaiterais voir et j'imagine qu'Antonin Baudry n'a pas pu faire l'impasse là-dessus, c'est le retour de Gaulle en France 4 ans plus tard. Je crois qu'on est aux alentours, peut-être le 14 juin 1944 à Bayeux, en Normandie. On a découvert de Gaulle dans le 1er opus qui est un homme méconnu par la plupart des Français, un obscur colonel au départ qui devient général. On le retrouverait 4 ans plus tard comme le libérateur, le sauveur, celui qui a su dire non à l'occupant, celui qui a su s'opposer à la France de Pétain. Je pense que ce serait un symbole fort que de s'attarder sur cette visite à Bayeux. Ce qui est intéressant dans le film, ce sont effectivement toutes ces scènes qui opposent Churchill à De Gaulle. C'est une opposition en termes verbal, diplomatique, politique. C'est deux égos très forts, mais avec d'un côté un Churchill qui n'a, je dirais, plus rien à prouver, qui est déjà une forme de monstre politique, et puis de l'autre côté, ce général tout nouvellement gradé, si je puis dire, qui vient d'arriver à ce grade militaire, et qui fait face
à Churchill, qui le domptent d'une certaine manière, qui ne s'en laisse pas compter, parce qu'évidemment c'est un jeu aussi, je l'ai dit, c'est une joute verbale, c'est des échanges de formules assez incisives de part et d'autre, c'est des regards, c'est des sourires, et parfois des silences aussi, et des silences qui en disent long. Et je trouve qu'à chaque fois ce jeu, cette dualité qui s'opère entre ces deux acteurs, entre ces deux comédiens, La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! ces scènes sont absolument prenantes et d'un point de vue d'un jeu d'acteur, absolument bluffantes. Quand on s'attaque à une fresque historique, je pense que la règle, la limite qu'on doit se fixer à tout prix, c'est de ne pas trahir l'histoire. À partir du moment où on ne trahit pas l'histoire, on peut y apporter des éléments scénaristiques qui vont apporter un souffle épique, un souffle pourquoi pas un peu intimiste parfois, essayer de percer les personnages au travers de facettes parfois méconnues, dans leur vie de famille, leur rapport à leurs enfants. Forcément, dans l'écriture scénaristique et dans la réalisation du film, on attend à ce qu'il y ait une forme de storytelling pour emporter le spectateur et faire en sorte qu'on n'assiste pas simplement à un documentaire très didactique qui aurait simplement pour vocation une vocation scientifique. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose? Après, dans les dialogues, dans certains verbatims qu'on pourrait retenir du film, comme De Gaulle qui dit qu'il n'a pas peur, je crois, quand il est en Afrique et qu'il se fait piquer par des moustiques, il joue un petit peu les cadors, il ne tombera jamais malade suite à une piqûre de moustique, on le voit atteint du palu dans la seconde qui suit. Ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense que ça participe aussi d'apporter un petit peu de piment, un petit peu aussi d'humour dans une histoire empreinte de gravité, et ça apporte aussi une aération au film. Donc encore une fois, tout ça n'est pas bien grave pourvu que ça ne trahisse pas le fond de l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, les collégiens, les lycéens, les étudiants ont une chance incroyable lorsqu'il s'agit d'appréhender des sujets d'histoire. Parce qu'effectivement, il y a le cadre théorique, scolaire d'un cours, dans une salle de classe ou sur les bancs d'un amphi, qui peut parfois paraître un petit peu aride, quoique parfois on a des profs d'histoire qui sont absolument géniaux et qui peuvent aussi vous emporter dans un cours qui vous tient en haleine. Mais aujourd'hui, notamment grâce aux films de fiction, aux documentaires, à tout ce qui relève de la médiation historique, même sur les chaînes YouTube ou autres, il y a une multitude d'outils à disposition des étudiants de la jeune génération. Et je pense qu'un film comme celui-ci apporte forcément ce qu'on ne trouve pas dans un livre d'histoire basique, un livre scolaire. C'est avant tout, on en parlait tout à l'heure, c'est l'émotion. C'est de voir les personnages face à la difficulté des choix qui peuvent faire basculer votre propre vie, mais celle aussi de la destinée de votre pays, l'heure des choix, les moments d'incertitude, quoique dans le cas de Gaulle, il est quand même extrêmement déterminé et extrêmement habité par une conviction qui le fait avancer. Mais il y a quand même une expérience, je dirais, sensorielle à vivre un film au cinéma, dans une salle de cinéma, à avoir comme ça ces personnages qui prennent vie en chair et en os. Ce film, il porte des valeurs en soi, le courage face à l'adversité, savoir comment on devient un chef, comment on devient un leader, comment, contre vents et marées, lorsqu'on est habité par une conviction, par une volonté, par l'idée qu'on est dans la vérité et surtout dans des valeurs justes, comment on est porté par une force absolument incroyable alors que personne ne croit en vous au départ. Ça, c'est quand même une très belle leçon aussi. Peut-être aussi que ce film pose la question de l'engagement citoyen, puisqu'on a d'un côté le général de Gaulle, mais aussi le parcours d'un jeune résistant qui observe à distance ce qui se passe avec ce Paris qui tombe sous la coupe des nazis et qui ne peut supporter l'idée de rester passif et qui décide avec des camarades de s'engager, de prendre des risques, mais au nom de valeurs qu'il considère absolument essentielles, celles de la liberté et de l'insoumission. Donc ce sont des valeurs qui aujourd'hui, forcément, chez les jeunes générations, peuvent avoir du sens parce que on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Et se nourrir de ce qui s'est passé il y a 80 ans peut apporter parfois des clés de compréhension pour le temps présent et aussi apporter cette forme d'énergie lorsqu'il s'agit de se lever pour dire non. C'est vrai que lors du dernier festival de Cannes, on a eu une sélection incroyable de films à dimension historique, plus précisément portés sur cette période de l'occupation. Même avant le festival de Cannes, on a eu le film Des rayons et des ombres. À la rentrée, donc prévu le film Notre salut, donc le diptyque de Gaulle. Tous ces films
je pense, s'inscrivent aujourd'hui dans un contexte extrêmement troublé d'un point de vue géopolitique. On vit une période obscure, inquiétante, anxiogène. La guerre est en Europe. Ceux qui nous gouvernent sont parfois extrêmement habités par une forme de folie qui mettent le monde à feu et à sang. Et forcément, de se retourner sur le passé, de voir comment dans les périodes les plus sombres de notre histoire, il y a pu y avoir à un moment donné un éclair de lumière, d'espoir, dans un chaos total pourtant. Ça peut là aussi, aujourd'hui, avoir du sens que de se dire qu'on est toujours dans la possibilité de ne pas renoncer, de ne pas accepter ce qui se passe, de ne pas, encore une fois, se soumettre. Et tous ces films, je pense, portent cette idée d'une certaine manière. Alors je dirais que ces dernières années, si j'avais un film à vous citer, moi je citerais Oppenheimer, que j'avais trouvé absolument extraordinaire. Mais sinon, je vais faire plutôt un retour dans les années 90. Moi, je reste extrêmement marqué par un film qui m'avait bouleversé, qui est La liste de Schindler. J'étais ressorti de la salle absolument défait. Là aussi, par rapport à la puissance et l'intensité émotionnelle de ce film. Je pense aussi au film Le Pianiste, qui avait été pour moi une expérience cinématographique très forte. Et plus loin encore, je vais vous parler de La Reine Margot, sur les guerres de religion notamment. Et puis un film plus drôle, une satire historique, mais que j'avais énormément aimé, parce qu'elle était elle aussi très bien documentée, l'air de rien. C'était le film de Patrice Lecomte, Ridicule, et qui mettait en scène les courtisans à la cour de Louis XVI, et c'était absolument un régal. Alors moi, j'aime beaucoup les films qui sont aussi porteurs de résilience, d'allégresse, de rebond après la catastrophe. Un film sur les années folles, j'adorerais revoir Josephine Baker, Fitzgerald, Hemingway dans le Paris des années 20 par exemple. Ou alors un film sur les années 60-70, là aussi, après la catastrophe des années 40, avoir un tableau vivant de cette France renaissante.